Bonjour. Bonjour à tous. Donc peut-être pour commencer, je vais me présenter. Donc Antoine Kerger, je suis responsable de projet chez Alterea, donc un bureau d'études spécialisé dans la performance énergétique des bâtiments. Et aujourd'hui, on vous propose une courte conférence pour essayer de répondre à la question quels sont les leviers pour réussir la transition énergétique et environnementale de son parc immobilier. Donc c'est un sujet qui est relativement vaste, mais on a essayé de l'adresser sous l'angle de vue du retour d'expérience d'une collectivité publique, de deux collectivités en fait, qui sont regroupées, donc de Valence Romand Agglomération et de la ville de Valence, donc avec Laurence Tichon qui représente ces collectivités. Bonjour, donc moi je suis maître d'ouvrage. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'interventions sur ce type de séminaire, mais il nous a semblé intéressant avec Antoine de vous expliquer comment la structure dans laquelle je suis aujourd'hui met en œuvre sa transition vers une meilleure efficacité. Donc effectivement, on accompagne Valence Romand Agglo et la ville de Valence depuis 3 ans. Alors premièrement sur la réalisation de diagnostics techniques énergétiques pour avoir une meilleure connaissance du patrimoine. On vous a accompagné également sur le décret tertiaire et on est en train de travailler avec vous sur la construction d'un schéma directeur énergie et technique, donc on pourra revenir dessus. Donc la conférence, on a une 15-20 minutes de présentation et on réservera 5, 10, peut-être 15 minutes si on y arrive aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Peut-être pour commencer, Laurence, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre patrimoine que vous avez sous gestion ? Donc, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, la direction des bâtiments dans laquelle je suis gère à la fois le patrimoine de l'agglo et à la fois le patrimoine de la ville de Valence. Depuis 2016, ça représente en gros 400 bâtiments pour 350 000 m². C'est donc assez conséquent. Sur l'agglo et la ville, on a un patrimoine qui n'est pas du tout identique. La ville a un patrimoine très vieillissant. Aujourd'hui, en montant d'investissement, on est à peu près sur 22 millions annuels de crédit. Et sur le fonctionnement, on est à 12 millions, dont la moitié consacrée à la facture énergétique. Donc les enjeux sont conséquents sur l'intervention qu'on peut avoir sur notre patrimoine bâti. Justement, quand on parle des enjeux structurants pour un gestionnaire de patrimoine immobilier public comme vous, est-ce que vous pourriez en quelques mots synthétiser un petit peu ces enjeux ? L'objectif, c'est déjà de répondre à l'urgence climatique qui nous concerne tous et qui rassemble beaucoup de monde dans ce salon aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est aussi de gérer les investissements budgétaires, que ce soit en investissement et en fonctionnement. J'aime bien dire que pour pouvoir avancer et répondre à tous les enjeux qui s'affrontent aujourd'hui à nous, il faut optimiser le moindre euro investi. Donc c'était l'objectif du travail qu'on a fait avec Alterea. Après, on avait aussi l'objectif de la réponse réglementaire qui s'est décliné de la loi Elan vers le décret tertiaire ou le décret Bax. Et puis, l'objectif, c'est aussi de maintenir notre patrimoine en bon état, d'intervenir de façon préventive et non plus curative pour faire les bons choix. Ok. Et donc pour vous, quels sont les grands axes, les grands piliers pour réussir une transition énergétique ? Alors il y a deux volets. Il y a un premier volet qu'on a expérimenté, sur lequel on reviendra tout à l'heure, qui est l'usage. Je pense qu'on a vraiment aujourd'hui à se questionner sur cet élément-là. On est ici pour essayer d'améliorer les bâtiments, mais dans les bâtiments, il y a des gens. Et ces gens, ils ont une interface importante. Et l'usage peut montrer qu'on peut faire de grosses économies. Et puis on a une approche technique, que ce soit pour la gestion de l'énergie avec du pilotage et une optimisation des équipements qui sont en place. Les rénovations des bâtiments, c'est vraiment un sujet fort sur lequel on entame une grosse réflexion globale. Et puis tout ça pour finalement arriver à décarboner nos énergies avec aussi des choix de production énergétique plus vertes. Ok, je vous propose peut-être de passer du coup sur le premier pilier. Vous l'avez évoqué, c'est important de pouvoir jouer sur les usages. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous avez décliné, vous, en tant que maître d'ouvrage public, le sujet de la sobriété au sein de votre patrimoine ? Alors moi, quand j'ai intégré la structure en 2020, la sobriété, c'était quelque chose qui était un peu dans les méandres, on en parlait, mais il n'y avait rien de réellement décidé. Et puis,
finalement, la crise énergétique et l'explosion des coûts des énergies a été une occasion pour se pencher réellement sur le sujet. On a fait des groupes de travail en se disant il y a une urgence à trouver des économies parce que simplement, on n'arrivait pas à se projeter financièrement dans l'avenir. Donc, on a monté des groupes de travail qui ont travaillé uniquement sur l'usage. Déjà, on a réduit la température de nos locaux. On était à 21, on était très confort, donc on est passé à 19. Et de la même façon, sur la climatisation, on est passé de 26 à 28. Vous imaginez, on est quand même une grosse structure, on est plus de 2000 salariés. Passer ça, ça ne s'est pas fait comme ça. Donc on a mis en place un plan de communication pour expliquer les choix qu'on a faits. Sur le 19, ça a été facile puisque les politiques nous suivaient et que c'était réglementaire. Pour le 28, ça a été un peu plus compliqué. Je n'ai pas toujours vécu des moments agréables face à mes collègues de travail qui avaient chaud, qui avaient froid. Mais voilà, je suis frileuse, donc je pouvais me permettre de leur dire mets un pull. Mais ça s'est bien passé. Au final, au bout de 2 ans d'expérience, finalement, les gens ils sont habitués. Dans les directions, on a vu fleurir des polaires, donc des moyens finalement de s'adapter aux températures. Ensuite, dans le patrimoine qu'on a, on a des bâtiments très énergivores, les patinoires, une patinoire, des piscines. Donc du coup, on a voulu vraiment essayer de cibler des actions sur ces sites-là. On a fait le choix de réduire d'1 degré l'eau des piscines, de modifier les paramètres de renouvellement d'air avec de l'accompagnement, bien sûr, pour ne pas faire n'importe quoi. Et sur la patinoire, on a réduit l'épaisseur de la glace. On a travaillé avec les clubs pour aller sur le minimum. Alors j'ai découvert dans ce métier-là les risques des pirouettes que font les danseuses et l'impact qu'elles ont sur la glace. Donc on est arrivé à un minimum d'épaisseur. On a réduit de 3 cm l'épaisseur. Donc c'était relativement conséquent. Et puis les directions ont fait un travail sur les taux d'occupation des bâtiments ouverts au public et on a décidé de réduire l'ouverture de façon assez drastique la première année. Donc on a des médiathèques qui ont fermé 1 semaine sur 2 pendant les petites vacances. On a réduit les horaires d'ouverture, tout ça pour pouvoir vraiment agir rapidement. Et ça a été un travail collectif avec derrière toute une campagne de communication qui était très très importante et nécessaire. Merci. Un des points intéressants, je pense qu'il va intéresser pas mal de monde dans la salle, c'est de savoir quels sont les résultats de cette politique de sobriété que vous avez mis en place. Alors, ils sont différents entre la ville et l'agglo, puisqu'on a fait le choix de ne pas toucher aux consignes de la petite enfance, que sont les crèches et les écoles. Valence, c'est 39 écoles, c'est quasiment 90% de la surface, donc un gros patrimoine. Mais globalement, sur 23, par rapport à l'année précédente, on a fait une économie de 14% sur l'agglo, de facture énergétique, et de 7% sur la ville. Donc on était, voilà, les chiffres étaient attendus, on est un peu déçus côté ville, mais ça s'explique par un patrimoine vieillissant, pas mal de passoires thermiques, et puis par une grosse surface représentée par les écoles. Très bien, je vous propose de passer au deuxième axe. Si vous avez des questions, on peut se les garder pour la suite. Donc le deuxième axe, effectivement, le pilotage et l'optimisation des systèmes qui sont déjà existants. Comment est-ce que vous avez décliné ça dans votre stratégie ? Alors, on a sur nos équipements une gestion avec un marché CVC, P1, P2, P3. Donc, on y a intégré de l'intéressement pour pouvoir impliquer l'entreprise sur les travaux qui sont associés au marché, ce qui nous a permis d'accompagner l'évolution de nos équipements. On a aussi augmenté l'enveloppe sur le P3 et du coup on partage aujourd'hui les bénéfices à hauteur de 50% pour l'entreprise, 50% pour la structure et ça représente en gros 50 000 € par an. Donc ça s'est mis en place depuis 4 ans. Donc on a accentué avec le renouvellement du marché cette donne et on espère qu'on pourra dans l'avenir aussi favoriser plus l'entreprise sur la répartition financière. Après, sur les autres sujets, sur l'optimisation énergétique, on a un économe de flux depuis 6 ans qui veille aux bâtiments essentiellement très énergivores. Donc, on a un suivi mensuel qui est communiqué sur les 10 bâtiments les plus énergivores côté ville et côté agglo pour aussi que les gens aient conscience de ce que représente leur bâtiment. Et puis, on est en train de déployer les obligations BACS qui ont
finalement un intérêt, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui était gestion technique centralisée était peu développé dans notre structure. Donc on met en place ça et puis on arrive à avoir des alertes sur les dérives. Très bien. Et je crois que vous avez aussi engagé une massification, hein, des actions à temps de retour très rapide, donc notamment sur de la CVC, sur du remplacement de régulation vers des régulations plus performantes, etc. Là, on a agi en 2 temps. On a déjà fait évoluer nos équipements informatiques qui étaient très vieillissants et qui n'arrivaient pas à répondre aux objectifs qu'on avait de communication. Et puis on les a homogénéisés parce que quand on a 400 bâtiments à gérer, on ne peut pas aller bâtiment par bâtiment sur une GTC. Donc on a essayé d'homogénéiser ces éléments pour pouvoir avoir un suivi au quotidien. Très bien. Donc si je résume ce que vous avez présenté jusqu'à présent, vous avez joué sur la sobriété, à la fois sur les usages, sur les consignes également, sur l'adaptation des températures. Vous avez travaillé sur l'optimisation des contrats existants, hein, pour faire au mieux, l'optimisation et le suivi des systèmes déjà existants. Également la réalisation de petits travaux. Alors bien évidemment, dans une politique de rénovation, enfin de transition énergétique, se pose la question des travaux, de la rénovation, des opérations de travaux. Donc bien évidemment, ça vous l'intégrez depuis de nombreuses années, ne serait-ce que pour entretenir le patrimoine. Vous avez également depuis de nombreuses années intégré la performance énergétique, donc ça commence à devenir c'est un réflexe aujourd'hui. Et une chose intéressante, c'est que vous avez entrepris depuis quelques années la construction d'un schéma directeur énergie avec nous, énergie et technique d'ailleurs. Alors pourquoi et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette démarche ? En fait, la démarche, elle a été initiée par le tertiaire où il fallait qu'on ait une vision énergétique du patrimoine supérieur à 1000 m². Et dans les discussions et dans le vécu au quotidien, on s'est aperçu qu'on avait déjà une mauvaise connaissance de notre patrimoine et puis qu'on avait un patrimoine vieillissant. Donc on savait qu'il allait falloir investir lourdement pour un maintien en état du patrimoine et on s'est dit qu'il fallait combiner les deux. Donc on a lancé l'étude sur 80% de notre patrimoine. On a exclu les bâtiments de moins de 100 m², on en a beaucoup, plus les bâtiments qui étaient en DSP, pour en fait avoir une vision qualitative de notre patrimoine, pour pouvoir ensuite faire des choix optimaux pour combiner à la fois le maintien en état du patrimoine, les objectifs thermiques et les objectifs de réduction de CO2. Très bien. Également sur ces thématiques de travaux, hein, donc vous réfléchissez effectivement à intégrer systématiquement des objectifs de performance importants, donc à minima en lien avec le décret tertiaire, hein, donc 2030, voire 2040, même 2050 quand c'est possible. Un point intéressant également, c'est que vous avez recours aux marchés globaux de performance depuis quelques années. Alors avec des réussites, mais pas que. Mais pas que. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur, en gros, les avantages que vous identifiez et les inconvénients ? Alors les premiers MPGP qui ont été réalisés dans la structure, c'était des MPGP qui avaient été lancés pour des questions de timing. On s'est vite aperçu que c'était quand même relativement intéressant parce qu'il y avait un vrai engagement qui était demandé au niveau des objectifs thermiques. Néanmoins, moi, j'en reviens un peu. Pourquoi ? Parce que post-livraison, là maintenant, c'est quelque chose de très lourd à suivre et qu'aujourd'hui, on ne l'a pas quantifié. Juste pour vous donner une notion, on a aujourd'hui 6 MPGP qu'on suit et ça représente un mi-temps quand même dans la direction. On en a 8 autres qui arrivent. Aujourd'hui, on n'a pas de poste calibré, c'est-à-dire qu'on est... Et on a un suivi réparti entre différentes personnes et c'est pas efficace. Par contre, ça demande un vrai suivi pour ne pas perdre non plus connaissance sur notre patrimoine, puisqu'on va le récupérer à un moment ou à un autre et qu'on va l'avoir en gestion. Très bien. Si je reviens également sur l'aspect de programmation des opérations d'ampleur, un point important, c'est que ce schéma directeur énergie également que vous êtes en train de monter permet de combiner en fait plusieurs besoins. Notamment les besoins premièrement fonctionnels, hein, des directions, mais également les besoins techniques, donc c'est-à-dire de renouvellement des composants du bâtiment, un sol souple, un plafond qui doit être remplacé dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et puis ça permet effectivement de venir ajouter la brique énergétique et la brique environnementale en complément pour pouvoir construire in fine une stratégie d'investissement qui corresponde à la fois au cycle de vie des différents bâtiments
et également aux moyens que vous êtes en capacité de mettre en face, que ce soit les moyens financiers ou les moyens humains, pour monter les dossiers, pour les suivre. Dans l'étude qu'on a menée conjointement, l'objectif c'était de proposer un schéma sur le prochain mandat. Donc on a fait quelque chose qui devait pouvoir être modulable en fonction des prochaines orientations politiques qui seront mises en place. Donc on a des facteurs qui nous permettront à la fois d'intégrer les demandes d'usage, d'aménagement de locaux, les besoins réglementaires thermiques, la prise en compte du CO2, mais aussi les... Ah, je ne sais plus ce que je voulais dire. Aussi le financier. Donc du coup, dans ce schéma-là, on ne s'est pas contenté de chiffrer les opérations qui étaient nécessaires de faire pour aller au tertiaire. On a chiffré les éléments qui devaient être remplacés dans notre période qui correspond, on sait qu'elle a des mandats, pour pouvoir avoir une vision à long terme et proposer à nos élus une enveloppe globale de nos besoins sur un mandat. C'était essentiel parce qu'aujourd'hui, présenter quelque chose, présenter des opérations avec des gros objectifs thermiques, c'est une chose, mais il fallait que nos dirigeants aient conscience qu'en parallèle, on avait quand même des enveloppes conséquentes nécessaires pour le renouvellement des équipements et pour répondre à l'ensemble des besoins qu'on avait identifiés. Très bien. Alors, si on passe sur le 4e et dernier pilier, on va aborder effectivement les sujets de décarbonation du mix énergétique et l'introduction d'énergies renouvelables au sens large, par exemple la production de PV. Alors effectivement, quand on parle de transition énergétique, ce qu'on garde en tête derrière, c'est l'importance de réduire in fine les émissions de gaz à effet de serre pour répondre à l'urgence climatique notamment. Donc le fait de rénover un bâtiment va participer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais la décarbonation et l'introduction des ENR est en fait un accélérateur quelque part de cette transition environnementale. Donc ça, vous l'avez effectivement bien cerné, bien en tête. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous déclinez votre stratégie sur les ENR ? Alors, dans l'étude qu'on a menée sur l'ensemble du patrimoine, on a demandé systématiquement à avoir une approche sur les ENR, savoir quels étaient les potentiels, même si c'était pas, on ne va pas loin dans l'étude, mais on voulait avoir cette vision de façon globale pour savoir quand on pouvait avoir des surfaces intéressantes pour du photovoltaïque, quand c'est qu'on était sur de la géothermie, quand on pouvait se raccorder au chauffage urbain. J'ai l'avantage d'être sur un territoire où on a 2 chaufferies centrales en biomasse. Donc, il est important dont une qui est portée par Valence. Donc, il était important aussi qu'on puisse, dans notre projection, se dire où on va sur ces énergies renouvelables. En parallèle de la loi APER qui est portée par un autre service sur les communes, nous on le déploie sur notre patrimoine. Donc là on a un listing des toitures qui pourraient accueillir du photovoltaïque et on a les sites sur lesquels on pourrait se raccorder au chauffage urbain avec comme objectif en fin de prochain mandat d'être à 4% de consommation couverte par le photovoltaïque sur les bâtiments tertiaires. En déployant également les zones de stationnement, on espère atteindre 7%. L'objectif, c'est quand même de devenir un peu plus autonome. La crise énergétique a fait peur sur les finances. On n'avait pas de projection, mais on avait un analyste qui nous a projeté si on était sur une évolution progressive après la dernière crise, en 2028, il n'était pas garanti qu'on puisse payer la facture énergétique. Donc c'est quelque chose finalement qui était bien, parce que les hauts dirigeants de ma structure ont été confrontés à la réalité financière et du coup savent qu'aujourd'hui c'est incontournable d'aller sur ce sujet-là. Très bien, merci Laurence. Merci. On arrive bientôt à la fin. Peut-être juste quelques petits mots de conclusion. Si on synthétise un petit peu ce retour d'expérience, on voit qu'il y a, ça nous permet de montrer qu'il y a 2 principaux leviers en fait, qui sont la sobriété et l'optimisation des installations existantes. Ce qui est important à voir, c'est que sur ces actions-là, on s'enregistre sur le temps court, c'est-à-dire que ce sont des actions qui sont très faciles à mettre en place, par contre qui peuvent être plus difficiles à maintenir dans le temps. Donc ça, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais on pourra y revenir. Elles permettent de faire des gains importants, donc en ordre de grandeur, sur Valence, on est autour de 15% sur l'agglomération. Et à moindre coût.
finalement, puisque ce sont principalement de la sensibilisation, de la communication, de l'échange, de la mise en place de règles, etc. Mais par contre, ces actions-là, elles ne vont pas suffire pour répondre aux enjeux, notamment du décret tertiaire. Il faut bien évidemment se projeter également dans de la rénovation énergétique. Alors à quelle hauteur, ça dépend effectivement des efforts qui ont été déjà réalisés. Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre accompagnement, on a pu montrer que l'effort à produire pour l'agglomération et la ville, pour atteindre l'objectif 2030, il est de 10%. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà fait une grosse part du chemin. Néanmoins, il reste à programmer un certain nombre de travaux. Et comment les programmer? Donc nous, effectivement, on vous accompagne avec un outil qu'on trouve très intéressant, qui est le schéma directeur énergie et technique, qui permet justement de recenser tous les besoins, de les prioriser et de construire des trajectoires de travaux qui soient pertinentes et qui correspondent aux besoins des collectivités. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez un petit mot pour conclure. Je voulais juste compléter que la fin finalement de notre partie de diagnostic est arrivée à un moment où la structure a fait le choix de mettre en place un monitoring CO2. Du coup, depuis 1 mois et demi, je suis associée à ce travail-là. L'objectif est d'avoir un outil qui rassemble toutes les émissions carbone de nos structures et d'avoir annuellement des données qui remontent dans cet outil pour pouvoir suivre notre projection. Et l'étude qu'on a menée, du coup, sert de pilier pour bâtir cet outil. Donc ça tombe au bon moment et c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait pouvoir être un outil intéressant pour justement ne pas se cloisonner. On est une grosse structure, on est très cloisonné et du coup c'est un outil qui va nous rassembler autour de cette thématique et je pense que c'est un atout aussi pour l'avenir. Très bien, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Oui, sur le dernier volet du mix énergétique et ENR, alors je ne sais pas ce qu'ont donné les projections, sur quelles hypothèses de coût l'électricité vous étiez, mais c'était assez limpide, en tout cas au résultat de vos études, qu'il valait mieux produire, autoconsommer, plutôt que de revendre sur le réseau dans un premier temps. Voilà, ma question était là, ou est-ce qu'au contraire, vaut mieux revendre, ou au contraire, vaut mieux pas faire? L'électricité, en tout cas, qui est assez décarbonée pour l'instant en France, même dans les projections, reste plus performante que l'investissement. Et même sur les scénarios sur 20 ans, 30 ans d'investissement et exploitation. Je ne sais pas quel est le plus intéressant pour vous, en tout cas. Alors, c'est vrai qu'il y a la décarbonation derrière, mais il était important aussi qu'on puisse gérer une partie de notre énergie. Si demain les coûts explosent, quand on gère 3500 m² de patrimoine, les conséquences sont énormes. Et on ne peut pas présager d'une stabilité et on ne peut pas se dire demain que le service public ne sera pas rendu parce qu'on n'a pas les moyens de payer la facture. Donc il fallait vraiment qu'on arrive à avoir un minimum d'autonomie. La Drôme, c'est un département qui est ensoleillé, donc il faut quand même profiter de ça. Et l'idée était quand même de se dire qu'on avait des surfaces conséquentes. Aujourd'hui, je me bats pour faire passer qu'il faut qu'on travaille en collectif, en consommation collective, parce que les écoles, l'été, ils ne sont pas là, donc c'est pas intéressant. Donc, voilà, j'ai encore du travail à faire pour convaincre que l'autoconsommation collective, elle est opportune, et de le faire à l'échelle de la ville et de l'agglo, mais aussi en associant les autres structures publiques ou semi-publiques qui sont sur cette même démarche. Pour avoir un maillage complet. Et vu le territoire qu'on a, c'est pas compliqué de mailler tout le territoire avec un réseau de production collective. Donc là, voilà, c'est le prochain travail qu'il faut qu'on décline. Donc l'intérêt était surtout de sécuriser, ouais, indépendamment des gains ou sur les coûts, etc. Non, c'était une des priorités. Merci. Il y avait une question là-bas. Bonjour, j'avais une question sur l'aspect exploitation et suivi des équipements. Vous avez parlé d'un suivi mensuel, mais est-ce que vous avez également du suivi plus précis, du télésuivi par exemple, pour les équipements qui sont à grosse consommation? Alors, on a aujourd'hui du suivi avec des alertes.
qui remontent sur les messageries des gens qui gèrent les équipements. Mais on n'est pas assez encore poussé sur ces éléments-là. On a des GTC sur les gros équipements. Sur les petits, on met en place des sondes. Il faut qu'on arrive à coïncider les deux parce que c'est vrai que c'est quand même un travail énorme de suivre au quotidien les dérives. Mais on y arrive et j'aime aller taper les doigts sur les usagers qui, des fois, ont l'autonomie sur les équipements et qui les dérèglent. Donc, je fais des fois la méchante. Vous avez parlé d'une répartition des bénéfices avec l'entreprise de maintenance, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? C'est un contrat de performance énergétique, comment ça se passe? C'est un contrat d'entretien, ils ont le P1, P2, P3. Et dans le cadre du P3, en fait, l'enveloppe a été adaptée pour intégrer des tableaux en fonction des montants en fonction des renouvellements prévisionnels. Et l'objectif, c'était qu'ils ne changent pas les équipements sans forcément se poser des questions, puisque s'ils mettaient des équipements plus performants, on allait avoir des économies. Mais c'était aussi pour qu'ils travaillent sur les régules, parce qu'on sait que dans le temps, on n'a pas forcément gardé les régules et les paramètres initiaux. Donc, ils ont aussi ce travail-là à faire sur le patrimoine pour pouvoir optimiser les choses, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un levier important. On avait un ancien marché qui l'avait déjà, où on n'était pas forcément satisfait des résultats, parce qu'on n'avait pas mis assez d'argent, il faut être réaliste. Et donc on travaille de partenariat avec les deux mainteneurs qu'on a, parce qu'on a de l'eau, qui chaque année nous font des propositions où on donne suite ou pas, mais on va loin puisqu'on a même fait du réemploi avec cet organisme-là. L'objectif, c'est qu'ils y voient un bénéfice à bien faire les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et plus techniquement, effectivement, c'est un contrat de maintenance classique avec intéressement. Donc l'exploitant a des cibles de consommation à respecter sur son périmètre. S'il les atteint et il fait mieux, dans ce cas-là, le delta de gain est partagé entre la collectivité et l'acteur. Et s'il fait moins bien, il est pénalisé sur son contrat. Voilà. Alors, non. Non, on leur a donné accès à la GTC. On ne change pas les paramètres, c'est un engagement de la structure. Sur les bâtiments qui leur sont rattachés, ils ont la GTC, c'est eux qui gèrent les paramètres. On a un site très particulier qui est un site de spectacle où on a enlevé l'intéressement parce que les occupations ne sont pas du tout constantes et on a laissé la main à l'usager pour gérer au mieux. C'est eux qui payent la facture, c'est important de le dire. Mais autrement, voilà, c'est un choix. On a dit, on leur donne cet intéressement et ce suivi, mais nous, on n'y va pas. On y va pour du suivi. Donc quand on a des alertes qui nous remontent sur des dérives, on les saisit. Mais on n'avait pas l'objectif de dire vous devez faire des objectifs, mais c'est nous qui sommes derrière les manettes. Donc il y a ce travail-là qui a été fait de prise en main. Et aujourd'hui, quand nous, on a des modifs à faire, la salle du conseil, par exemple, quand vous avez le maire qui dit qu'il fait trop froid, qu'il faut le monter. Voilà. Donc par contre, à chaque fois que nous, on modifie un paramètre, ils sont alertés. Et ils le savent. Et nous, on justifie quelque part comme si c'était plutôt nous les clients. Ouais. Alors, on a eu beaucoup de soucis avec le Covid, parce que tout le monde ouvrait, même sur les bâtiments double flux. On a essayé de faire de la pédagogie, mais c'est pas bien rentré. La peur est quelque chose qui limite la réflexion cérébrale. Après, voilà, on a un état avec un usage qu'ils ont pris. S'il y a des dérives d'usage, ils nous le font aussi remonter. Et c'est notre travail à nous d'être pédagogue avec les usagers, de leur dire mais qu'est-ce que vous faites? Et ça arrive. Je crois qu'il nous reste 1 minute. Moi, je voulais juste, vous avez parlé de schéma directeur énergie technique, et je voulais juste que vous précisiez ce que vous entendez par technique, parce que je connais le SDE. Ouais. Alors, énergie, c'est la chose classique, et on a associé les tout corps d'État. Dans le diagnostic qu'a fait Alterea, on a fait le tour de tout le bâtiment sur les équipements techniques en mettant des notes de vétusté pour pouvoir planifier à la fois l'énergie et la rénovation du patrimoine pour le maintenir en état. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'était énergie et technique. On a combiné les deux parce que ça me semblait opportun.
on peut, enfin, à un moment, il faut arrêter de scinder les choses. Aujourd'hui, on va aussi prioriser l'usage. Je ne vais pas investir dans une opération thermique si à côté, j'ai des besoins d'usage. Il faut combiner les deux. Et pareil, s'il y a de l'usage, il faut que je m'interroge sur le bâtiment et sur l'énergie. Et ça amène à des conclusions d'ailleurs intéressantes. Je crois que c'est fini, mais si vous voulez, on pourra en discuter après. Merci. Merci.